présenter, vous montrer en quoi elle est vraiment très puissante pour travailler sur le leadership et sur l'engagement. Vous savez que je travaille sur le management d'abord en opérationnel, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, et puis ensuite finalement en tant que consultante depuis un certain nombre d'années. En tant que psychologue aussi, puisque c'est ma formation de départ, je me suis beaucoup intéressée au rôle à l'humain en fait, et dans les entreprises, on a des superbes machines, on a des outils de plus en plus formidables, mais on a toujours un petit couac, on a toujours des difficultés, et plus la technologie fonctionne, plus on se rend compte que l'humain, il y a une part de responsabilité. Donc c'est pour moi une problématique clé, parce que je sais qu'on a justement les clés pour pouvoir intervenir. Alors, je voulais juste vous faire un petit tour d'horizon de la littérature. Alors, ça va être très, très bref, parce que vous voyez déjà pas mal de livres derrière moi, plus ce que j'ai sous la main. Alors, peut-être le tout premier qui m'a amené à m'intéresser au management, puisque j'ai commencé ma carrière donc chez Hewlett-Packard, de David Packard, c'est donc The HP Way. Donc, voilà quelqu'un, il y a quand même donc un certain nombre d'années qui s'est dit finalement on peut gérer les gens différemment, on peut faire des entreprises qui fonctionnent basées sur la confiance, et voilà, donc ça c'est vieux, je dirais années 50 peut-être, j'ai pas la date exacte à l'esprit. Ensuite, on a toutes sortes de questionnements, on sent au fil des années. Alors, vous connaissez bien sûr les travaux d'Isaac Getz sur l'entreprise libérée, mais j'aimerais quand même rendre hommage au fondateur du concept, Tom Peters, qui a cherché à libérer le management, donc à se dire encore une fois, mais comment on peut faire pour que ça fonctionne mieux, pour que les entreprises donc soient plus performantes. On a ici finalement quelqu'un qui s'est dit oh là là, voilà, donc là on est sur le principe de Peters, où on s'aperçoit que on a finalement des personnes incompétentes qui montent dans la hiérarchie, parce que celles qui sont très bonnes à leur poste, plutôt on se dit il vaut peut-être mieux les y garder. Donc voilà, on a des absurdités comme ça qui sont apparues, avec des livres qui ont justement souligné cette absurdité. Puis on avance. Alors on avait Rencontre du troisième type, on a les pilotes, c'est ici, les pilotes du troisième type. On a des versions plus soft, on a l'homme acteur du changement. Et puis alors on voit que au bout d'un moment, les auteurs s'énervent. On arrive dans les années 90. On a ici fait et foutaise dans le management après objectif zéro sale con, donc on commence à devenir vulgaire. On a ici tout un collectif de chefs d'entreprise qui se sont dit mais et la confiance, bordel, voilà. Et enfin, cette année est sortie la psychologie de la connerie. Donc vous voyez où on en arrive. Les livres s'accumulent et les solutions sont finalement pas là. Pourquoi ? Eh bien, l'interprétation que j'en fais, c'est que finalement, on a des managers, des chefs d'entreprise qui lisent ces livres avec beaucoup d'intérêt, mais quand il s'agit de mettre en pratique, même s'ils ont des outils dans ces livres, c'est très difficile. Ils sont seuls, ils sont pas accompagnés. Et finalement, cette absurdité que l'on peut rencontrer dans le management, enfin cette incohérence en tout cas, j'ai envie de la mettre en regard avec le développement durable et les problématiques climatiques que l'on rencontre. Beaucoup de gens, je crois qu'il y a de moins en moins de climato-sceptiques, donc on va se dire qu'on est à peu près tous d'accord qu'on a un impact certain sur l'environnement, que cet impact, on l'a par nos comportements qu'on a beaucoup de mal à changer et à faire évoluer. Finalement, ça fait des années qu'on le sait, ça fait des années qu'on sait que la biodiversité disparaît, que le climat se réchauffe, que les glaciers fondent, et on fait rien. Donc c'est encore une fois une problématique de changement de comportement. Et c'est sur ce point-là que j'ai été particulièrement intéressée par l'approche d'Engage & Grow, qui va vraiment accompagner de façon très professionnelle et spécifique les leaders dans la mise en place de changements de comportement. Voilà, donc
c'était pour vous introduire cette démarche et je vais passer donc à la présentation que je souhaitais vous faire aujourd'hui. Alors, elle commençait ici. Bon, l'idée c'est donc de développer l'engagement par la qualité du leadership. Vous l'aurez compris, l'engagement des collaborateurs et le leadership sont intimement liés. On s'est rendu compte, toutes les études ont démontré qu'un leadership de qualité, alors après il reste à définir ce que c'est qu'un leadership de qualité, a un rôle extrêmement important sur l'engagement ou le désengagement des collaborateurs. Alors, on va peut-être faire un détour pour définir ce que c'est que cet engagement et ce désengagement. On va se baser donc sur l'Institut Gallup, qui, au niveau mondial, le mesure chaque année et fait une étude qui est tout à fait intéressante, qui est relayée dans la presse professionnelle chaque année, très régulièrement. Vous avez encore des articles, un dernier qui est paru dans Challenge, vous en avez un dans Les Échos, vous en avez régulièrement dans Harvard Business Review, donc vraiment une presse qui fait référence dans le domaine et qui dit, bon, effectivement, ces études sont tout à fait intéressantes et démontrent le niveau d'engagement assez faible finalement des collaborateurs dans les entreprises. Donc leur définition est la suivante. Eh bien, nous avons ce qu'on va appeler des collaborateurs engagés. Eh bien, les collaborateurs engagés sont ceux qui ont tendance à en faire un peu plus que ce qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas strictement coller à leur fiche de poste et ne faire que ce que leur fiche de poste leur dit. Ils ne vont pas strictement coller aux horaires de travail parce que à 18h, il faut rentrer. Non, bah, s'il le faut, ils rentreront à 18h30 ou viendront travailler un petit peu plus tôt. Voilà, donc c'est ainsi qu'on fait déjà cette distinction entre un salarié engagé, qui va en faire un peu plus, qui va rester un peu plus tard s'il le faut, qui voit aussi quel est son intérêt là-dedans, parce que bien sûr, il fait pas ça pour la bonne cause de l'entreprise uniquement. Et puis, le salarié, donc, qu'on va déjà définir comme désengagé, parce qu'il ne fait rien de plus que ce qu'on lui demande. On sait très bien que ce qu'on demande, c'est quelque chose qui est un peu fictif. On imagine qu'on va avoir telle activité, on imagine que pour remplir cette activité, telle personne va devoir travailler tant d'heures, va devoir réaliser telle et telle tâche, mais l'entreprise, elle évolue en permanence, les projets évoluent, l'activité n'est pas forcément exactement celle que l'on a prévu, sinon ce serait bien sûr beaucoup trop simple. Et donc, eh bien, on demande aux collaborateurs de s'adapter et de donner parfois un peu plus. Bon, et c'est normal de le faire. C'est pas, ça ne doit pas être problématique. Et enfin, on a ce qu'on appelle des collaborateurs donc fortement désengagés. Eh bien, eux, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire finalement. Hein. C'est le moins que le minimum. Et on le développera un petit peu plus tard. Alors, est-ce que vous avez une idée en France, donc, du pourcentage de salariés désengagés en 2018? Est-ce que vous pourriez répondre par le chat si vous avez une idée de ce taux de salariés désengagés en France en 2018? Je vous écoute. Enfin, je vous lis plutôt. Donc, vous me dites qu'il y a 60%, 80% de salariés engagés en France en 2018. Je vais vous décevoir. Voilà les chiffres donc du sondage Gallup pour 2018. Ce sont 6% seulement de salariés engagés. C'est-à-dire 6% de salariés qui ont tendance à en faire un peu plus s'il le faut, quand il le faut. On a 69% de salariés désengagés et 25% de salariés fortement désengagés. Alors, on va voir maintenant ce que ça implique. Donc, en fait, on va s'intéresser, dans l'étude de Gallup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris le quartile supérieur. Donc, en fait, les 25% d'entreprises qui ont le taux le plus élevé d'engagement. Eh bien, dans ces entreprises-là, on observe une augmentation de la productivité de 17%, des ventes de 20% et plus 21% de profit par rapport aux autres entreprises.
Donc là, on se dit, ah oui, il y a quand même un réel intérêt à avoir des collaborateurs engagés. Si on n'est pas très sensible sur les questions de qualité de vie au travail et de bien-être des collaborateurs, on peut au moins être sensible sur les questions de performance qui font que ça va avoir un impact quand même très notable. Alors, je voulais vous proposer un exercice dans votre entreprise pour l'estimer, ce désengagement à vue de nez. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas encore fait l'enquête d'engagement, on en parlera plus tard. Donc, je voulais vous proposer un sondage. Alors, on y va. Je vous l'envoie. Le voici. Donc, hop, voilà. Alors, donc, la première question, c'est de se dire, bah, finalement, à combien estimez-vous le nombre de collaborateurs qui font le strict nécessaire, voire moins, dans votre entreprise? Voilà. Alors, je vous laisse le temps de répondre à ces questions. Vous en avez 4. La 5e étant un peu plus fantaisiste. Voilà. Alors, je vous laisse répondre pour l'exercice au hasard. Hein. Mettez ce qui vous passe par la tête. Alors, très bien. Donc, on a fini le vote. Retenez bien la réponse. Notez-la quelque part. Vous pouvez même la mettre dans le chat. La réponse à la question 4. Elle est très importante puisque, bah, en fait, elle estime donc le coût du désengagement dans votre entreprise. Alors, revenons donc à la présentation. Maintenant que vous avez cette idée, bah, finalement, comment ça se manifeste? Donc, imaginons, et c'est pas une mauvaise métaphore, bien au contraire, que finalement, dans une entreprise, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. A priori, on a un cap, parce que ça nous permet de savoir dans quel sens on va aller et ce que chacun doit faire. C'est la vision. Et par rapport à ce cap, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos salariés engagés sont ceux qui rament et qui rament fort. Et puis, vous avez les salariés désengagés qui se laissent porter, qui regardent le paysage et qui regardent par ailleurs ce qui se passe chez les concurrents, les offres d'emploi qu'ils peuvent voir et les séduire. Donc là, vous avez votre grosse masse de salariés désengagés. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui torpillent le bateau, qui jettent l'ancre, qui sont les salariés désengagés. Donc là, on a vraiment une illustration de l'impact du désengagement dans l'entreprise. Donc en fait, on peut même aller au-delà. Et donc, comme vous l'avez fait en l'estimant, on le chiffre, et donc en le chiffrant, eh bien, on arrive au calcul de Gallup qui nous dit que donc c'est 34% du salaire, de la masse salariale des collaborateurs désengagés qui est jeté par-dessus bord. Voilà, donc c'est un coût énorme. Bien sûr, c'est une moyenne, mais ça reste très important, puisque comme toute moyenne, il y en a peut-être chez qui ça ne représentera que 10%, mais d'autres chez qui ça en représentera peut-être 45%. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et sur lequel il faut agir. Il faut agir parce que, déjà, là aussi, dans ce qui a été mesuré, c'est que, forcément, ça a un impact déjà sur la satisfaction client. Votre expérience client ne sera pas la même avec quelqu'un qui fait vraiment strictement le nécessaire et ne fait pas vraiment d'efforts, que quelqu'un qui va mettre un peu plus de zèle, rappeler le client, s'assurer de sa satisfaction, etc. Donc, déjà, l'impact sur la satisfaction client, il est de l'ordre de 10%. La baisse de la qualité, alors là, elle est très importante, en particulier donc pour des entreprises industrielles. Elle est vraiment très importante.
parce que bah, c'est là où on va avoir tous les déchets, tous les rebuts, toutes les malfaçons, tout ce qui va passer finalement, ce qui va pas passer le contrôle qualité. Donc ça peut être extrêmement important. Le turnover, eh ben, vous avez vu qu'il y a à peu près 69% de collaborateurs désengagés qui regardent passer les offres d'emploi. Et le turnover, eh ben, on va le chiffrer autour de 65%. Donc, ce sont les gens qui vont pas rester, vont quitter le navire. L'accidentologie, l'impact sur l'accidentologie, il est énorme. Euh, on fait moins attention, on est moins impliqué, on a des routines, on prend des habitudes, on prend pas toutes les mesures de sécurité qu'il faudrait prendre. Donc forcément, bah, ça a un impact sur l'accidentologie qui est extrêmement coûteuse pour l'entreprise. L'absentéisme, bien entendu. Voilà, il arrive que des fois on se sente pas très bien, mais on va quand même travailler. Et des fois où on se sent pas très bien, mais où on va pas travailler. La différence, c'est quoi? C'est l'engagement. Voilà. Donc, si on est engagé, ben, on va quand même faire l'effort d'aller bosser et puis ça ira mieux et on va repartir dans une dynamique, ce qui va pas se passer quand on va être désengagé. L'absentéisme ou le présentéisme, puisqu'on parle aussi beaucoup de présentéisme. Le présentéisme, c'est je fais acte de présence au bureau, j'arrive à 9 heures, je repars à 17 heures, je fais le minimum, c'est notre salarié désengagé qui fait ses heures, point barre, qui est payé à la fin du mois et qui se satisfait comme ça. Et on a encore un autre problème lié au désengagement, c'est les vols et les dégradations. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, on se rend compte que des personnes volent sans même avoir le sentiment de le faire et peuvent même en tirer une certaine fierté quelque part. Alors je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a vraiment interpellée. Il se trouve que on était à la période de Noël et j'étais avec des parents d'élèves et puis une maman vient me voir et me dit ah, est-ce que tu as fait les cadeaux de Noël? Est-ce que tu t'en es occupé? Je dis bah non, pas encore. Tiens, bah oui, moi si. Alors j'ai trouvé, c'est génial. Ils vont tous avoir la même chose, ils vont être ravis, il y aura pas de jaloux. Je leur offre des petites panières avec un gel douche, un savon, un shampoing, c'est très bien décoré, etc. Je dis ah bon, c'est bien, tu as trouvé ça où? Ah, j'ai trouvé ça à l'hôtel. Elle travaille dans un hôtel et elle m'explique, elle me dit oui, l'hôtel a fait faire des panières pour les suites. Oh, il y en a tellement et puis voilà, hein, on peut bien se servir. Donc en fait, voilà quelqu'un qui ne s'est absolument pas rendu compte qu'elle a juste volé son employeur. Elle a l'impression que ça représente rien, mais forcément pour l'employeur, ça représente quand même quelque chose. Et quelque part, elle tire un avantage, une contrepartie de son désengagement et de son mal-être au travail. C'est la même chose pour les dégradations. Pensez aux véhicules de société qui sont pas entretenus, qui sont rendus dans des états pas possibles. Il arrive souvent qu'il y ait des véhicules en leasing avec un coût énorme de remise en état pour, donc lié au mauvais entretien de ces véhicules. Donc voilà en fait les principales conséquences importantes du désengagement et du coût que ça représente pour les entreprises. Alors, ce qu'il y a d'intéressant justement pour essayer de pallier à ça, c'est de regarder du côté finalement des grands classiques. Ce qu'on appelle la science de l'engagement. La science de l'engagement, vous en avez probablement entendu parler. Le père en est Abraham Maslow avec sa fameuse pyramide, alors qui est contestée, qui est remise en cause. Alors moi, c'est vrai que j'ai beaucoup étudié Maslow. C'est quelqu'un qui m'a toujours fascinée. J'ai trouvé que c'était un précurseur. Et finalement, on a beau tourner les choses dans un sens ou dans l'autre. Peut-être qu'il y a des aspects qui peuvent être critiquables, mais dans l'ensemble, sa théorie est extrêmement robuste. Et donc, c'est intéressant de continuer à se baser dessus. Et donc, alors ici, bon, on devait avoir une petite animation, mais nous n'en avons pas, c'est pas grave. Vous avez donc le triangle qui représente la pyramide de Maslow. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant, simplement pour ceux qui la connaissent pas, on considère que finalement les besoins sont hiérarchisés et pour
toucher une personne quelque part pour toucher sa motivation, eh bien, il va falloir toucher le bon besoin. C'est-à-dire que si vous expliquez à une personne que ce qu'elle fait est formidable, que vraiment elle apporte une valeur ajoutée dans l'entreprise qui est inégalée, et que vraiment voilà, vous appréciez son implication, son investissement. Si cette personne n'a pas de quoi se nourrir, n'a pas un logement insalubre et ne sait pas dans quelle école mettre ses enfants, par exemple, bah là, on va avoir donc en fait, vous allez donner un coup d'épée dans l'eau parce que cette personne a d'abord besoin d'avoir un salaire correct pour pouvoir justement assurer un certain niveau de vie. Donc, c'est ainsi qu'on va devoir hiérarchiser les besoins. Et donc, finalement, ces besoins vont faire appel à des questions qui sont celles de l'implication et qui arrivent dans cet ordre-là. C'est-à-dire que finalement, au départ, on va se demander, ok, j'ai un boulot, qu'est-ce que j'en retire? Quel est mon avantage? Qu'est-ce que j'en retire? C'est pas qu'est-ce que je vais donner à l'entreprise. Alors bien sûr, dans les entretiens d'embauche, on a tendance à dire d'abord qu'est-ce que la personne est prête à apporter au projet de l'entreprise. Enfin, on va rentrer dans le détail, mais vraiment en dernier, après tout le processus, sur ce qu'elle va en retirer, donc son salaire. Donc c'est quelque chose qu'on a considéré comme absolument normal. Mais il faut pas se leurrer. D'abord, une personne, c'est qu'est-ce qu'elle va en retirer, quel est son intérêt à s'impliquer. Qu'est-ce qu'elle en retire? Ensuite, quand elle sait qu'elle va en retirer quelque chose, elle a besoin de savoir, au fil donc de son implication, de son travail dans l'entreprise, est-ce que j'en fais partie? Est-ce que j'appartiens à cette entreprise? Est-ce que je fais partie d'une famille? Est-ce que il y a de la solidarité? Est-ce qu'il y a de l'entraide dans cette atmosphère de travail? Et ça, c'est au tout début, ça n'arrive pas à la fin. Donc, regardez, souvent on propose des team building qui arrivent sans s'être posé la question de savoir si on avait d'abord une culture d'entreprise qui créait cet esprit collectif, collégial, de famille. Et à partir de là, puisque c'est ma famille, que j'y suis bien et que j'y appartiens, qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? En quoi j'ai envie de m'impliquer? Et c'est là où vraiment l'investissement de la personne va arriver. Et enfin, donc, comment je peux me développer? Comment je peux progresser? Et pour progresser, on considère qu'il y a 4 conditions. Et 4 conditions qui doivent être absolument remplies. La première, c'est être autorisé à progresser. Pour apprendre, on doit se tromper. On doit faire des erreurs. C'est inévitable. Autant faut-il laisser la personne se tromper, faire des erreurs. Alors, bien entendu, il faut un cadre pour ça, et c'est ce sur quoi il est important d'accompagner l'encadrement et le management, parce qu'il faut pouvoir donner un cadre, mais il faut pouvoir donner la liberté d'expérimenter et de se tromper. Il faut pouvoir avoir la possibilité de s'impliquer, c'est-à-dire d'apporter sa patte, d'apporter ses idées, d'être écouté. Il faut pouvoir expérimenter et il faut pouvoir transmettre. On aime transmettre. C'est ce que je suis en train de faire avec vous maintenant et j'avoue que j'adore ça et on aime tous ça. Donc autant transmettre, ça fait partie des fondamentaux humains et c'est ce qui va valoriser le travail. Imaginez quelqu'un qui a travaillé à un poste pendant des années, qui n'a pas l'opportunité de transmettre, c'est un peu triste. C'est quelque part dénigrer tout son travail, tout son investissement, tout ce qu'il a fait pendant ces années-là. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment importantes à faire au fil de l'eau et pas seulement quand les personnes s'en vont. Et c'est ce qui va permettre de développer aussi la polyvalence et de permettre à chacun de s'impliquer, de s'entraider, d'être encore plus collectif. Donc, voilà un petit peu pour la théorie. Alors, la théorie, il faut la mettre en pratique. Et pour la mettre en pratique, Richard Maloney, qui est le fondateur donc d'Engage & Grow et le CIO, lui en fait c'est un sportif de haut niveau australien de footy. Je ne sais pas si vous connaissez ce sport australien qui est le véritable sport national là-bas. Ils ont même un jour férié pour la finale nationale de footy. Forcément, c'est pas très international. Et là-dessus, donc, il y a des équipes un peu partout qui s'entraînent, etc. Et donc, lui, en tant qu'ancien champion, donc, il a été blessé et il a été amené à coacher d'autres sportifs.
Et puis, il a développé une méthode qui a amené des équipes qui étaient vraiment au départ, allez, je veux dire ça comme ça, des équipes de bras cassés, à un excellent niveau, avec une approche qui a fait que les chefs d'entreprise autour se sont dit, mais finalement, ce que tu fais là pour ces équipes, est-ce que ça ne serait pas transposable dans le monde de l'entreprise? Est-ce que ta technique d'accompagnement ne serait pas transposable? Et c'est ainsi qu'il a commencé à expérimenter avec des entreprises sa méthode au départ initiée sur l'accompagnement des sportifs. Alors ça s'est développé. Et ça s'est tellement bien développé que maintenant, Engage & Grow est présent dans le monde entier. Il est bien sorti d'Australie. Ils ont eu énormément de prix et de récompenses. Et moi, c'est ça qui m'a intéressée avec cet outil, en fait. C'est finalement, je me dis, quelque chose qui va toucher des Australiens, qui va aussi fonctionner avec des Indonésiens, qui va fonctionner avec des Turcs, qui va fonctionner avec des Français, avec des Canadiens, avec des Uruguayens. C'est qu'il y a quelque chose de fondamental, en fait, qui touche aux fondamentaux de l'être humain. Et c'est ça qui m'a interpellée en tant que psychologue. Je me suis dit, là, on sort de la culture, on sort de nos représentations culturelles et on touche quelque chose de très fort. Et c'est en ça que cette méthode est finalement extrêmement intéressante et puissante. Alors, en fait, il s'agit, dans cette méthode, de développer des programmes. Alors, ça paraît extrêmement figé. On peut se dire, un programme, mon entreprise, elle est spécifique, ma problématique, elle est spécifique, mon programme, il doit être adapté. Alors, bien sûr, il va l'être. Néanmoins, il y a un cadre, et ce cadre-là, il permet de prendre des habitudes, des plis qui vont être extrêmement précieux pour les entreprises. Donc, on a différents programmes. On a des programmes qui vont cibler exclusivement le collectif. On a des programmes qui vont cibler exclusivement les leaders. On a des programmes qui vont permettre donc de donner ce qu'on appelle de l'empowerment aux femmes, donc en fait de les amener, de les accompagner à vraiment prendre leur place dans l'entreprise, ce qui peut-être chez nous en France est quand même une difficulté, mais elle est peut-être moins qu'en Turquie ou dans d'autres pays. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi extrêmement intéressant. On a des programmes qui ciblent les enseignants. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des approches ciblées par rapport aux personnes. Et donc ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, ce qui va vraiment nous intéresser ce soir, c'est un programme qui s'appelle donc Leader des leaders, qui est un programme de développement du leadership en groupe, en collectif. Donc en fait, on va mettre ensemble des leaders. Alors ils seront 3, peut-être 4, mais pas plus. L'idée c'est vraiment de faire un groupe très 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 restreint pour partager ensemble les expériences et dérouler ce programme dans leur entreprise avec donc l'accompagnement d'Engage & Grow. Ce qu'ils vont en retirer, c'est déjà plus d'influence sur leurs collaborateurs. Donc en fait, c'est vraiment développer, renforcer leur leadership. S'élever au niveau du leader accompli ou incontesté, être vraiment reconnu là-dedans. Ce qu'on va voir, c'est qu'on a différents types de leadership. Alors avec des termes parfois un peu vulgaires, on va parler du leader petit chef, on va parler du manager, on va parler... Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre ce leadership et d'être le leader incontesté qui va finalement être à l'origine de ce qu'on va appeler une communauté d'adeptes. Alors ça peut paraître un peu sectaire, mais l'idée c'est d'avoir des collaborateurs qui le suivent, qui admirent son style, qui s'en imprègnent, qui le mettent en œuvre de telle sorte que ça crée une véritable culture du leadership dans l'entreprise. L'idée c'est aussi de créer rapidement confiance et responsabilité. La confiance est centrale et c'est pas facile. Si je vous dis ayez confiance, c'est pas comme ça que je vais gagner votre confiance. Et elle est tellement centrale que voilà, souvenez-vous le livre que je vous ai présenté au début, donc on en a même qui s'énervent là-dessus. Donc la confiance qui est centrale, la responsabilité, bien entendu, si les collaborateurs ne sont pas responsables,
on ne peut pas obtenir grand-chose. Donc, il y a cette responsabilité d'abord du leader et des collaborateurs. Donc, bien sûr, l'idée, c'est aussi de gagner plus de temps, plus de plaisir au travail et plus de bien-être. Donc, on va travailler sur tous ces aspects-là pour une entreprise qui sera réellement transformée, en fait. On accompagne réellement une transformation. Alors, pour ce faire, on active ce qu'on appelle des clés d'engagement. Ces clés d'engagement, ce sont finalement des points sensibles qu'il faut absolument activer pour créer de l'engagement, avec une méthodologie spécifique, bien entendu. Donc, la première clé, c'est l'adhésion et la responsabilité. C'est essentiel, on doit avoir un projet, on doit obtenir l'adhésion, on doit obtenir la responsabilité de chacun. C'est la première clé et ça sera une clé qu'on va suivre pendant, donc là on est sur un programme qui va durer 16 semaines, donc on va suivre pendant les 16 semaines, réactiver, retravailler pendant les 16 semaines, parce que ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Le benchmark des comportements. Alors là, on se dit, ce qu'on veut faire en fait, c'est amener le leader qui parfois est plongé, qui n'est pas encore un leader, peut-être pas encore tout à fait, qui peut être plongé dans du micromanagement, dans de l'opérationnel, qui voit le problème comme l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il a une difficulté avec un collaborateur en particulier, il se prend la tête avec ça, il passe du temps et il voit pas finalement tous les autres autour qui peuvent être impactés et démotivés par ce collaborateur-là, parce que c'est extrêmement contagieux, le désengagement comme maladie. Mais l'engagement l'est aussi. Donc, l'intérêt, c'est de se dire, finalement, on va essayer de repérer quels sont les comportements positifs, qu'est-ce qui marche dans mon entreprise, mais ailleurs aussi, puisqu'on est tous dans des réseaux. Et l'intérêt, c'est de sortir, de voir comment ça fonctionne ailleurs pour implémenter ça dans l'entreprise, pour implémenter des comportements vertueux. Et quand on parle de comportement, on va d'abord travailler sur les valeurs. Parce que des valeurs n'ont d'intérêt que si elles sont concrétisées en comportement et en comportement quasiment quotidien. Sinon, ça ne sert à rien de parler de valeurs, d'authenticité et autres. Excusez-moi, ça devait être coupé. Pardon. La récompense et la reconnaissance. Alors oui, il faut récompenser, il faut reconnaître. Et la récompense, elle n'est pas forcément financière. Elle passe par d'autres moyens. Et c'est ça qu'on va travailler. C'est sur cette motivation intrinsèque, ce qui vient de soi, ce qui va donner de l'élan. On sait que la motivation extrinsèque, l'augmentation salariale, la jolie voiture de fonction, tout cela, ça a une durée de vie d'à peu près 3 mois. Au bout de 3 mois, on commence à regarder la voiture d'un autre, on commence à se dire, finalement, mon salaire, c'était vraiment ce qu'il fallait, et finalement, c'est toujours pas assez, etc. Donc, on va pas travailler là-dessus. On va travailler sur ce qui va vraiment motiver une personne par rapport à ses valeurs personnelles. On va travailler sur la reconnaissance. Là aussi, moi, je rencontre au quotidien beaucoup trop de chefs d'entreprise, de managers, qui me disent attendez, si je leur dis qu'ils font bien les choses, si je les félicite, si je les complimente, ils vont me demander une augmentation. Donc non, on fera ça lors de l'entretien annuel, donc dans un an, quoi. Voilà, donc une fois par an, c'est pas assez. Quand on le fait régulièrement, on va pas venir tous les jours vous demander une augmentation. Donc ça aussi, ce sont des choses qui se mettent en place et qui prennent du temps, d'où l'intérêt d'être accompagné sur une période de 16 semaines en l'occurrence, et après qui deviennent vraiment des habitudes. L'idée, c'est de mettre en place des habitudes, une routine, et on sait que il faut 3 mois, et s'il y en a 4, c'est encore mieux, ça se mettra en place, ça deviendra des automatismes. L'accélération relationnelle, on ne communique pas assez. Ou alors on communique mal. C'est-à-dire que quand on passe des heures en réunion, on communique, mais c'est pas forcément très efficace. Comment bien communiquer ? Comment mieux communiquer ? C'est aussi ce qu'on va voir, comment communiquer avec tout le monde et pas juste avec son bras droit ou voilà. Ça, c'est ce qu'on va aussi travailler parce que c'est essentiel pour créer ce sentiment d'appartenance, ce sentiment collectif. Le leadership avancé, c'est tout ce qu'on va travailler sur la posture du leadership, le développement des comportements individuels, comment on va accompagner chacun, parce qu'on va aller au-delà, bien sûr, du leader. Il ne s'agit pas, en fait, l'accompagnement du leader est un moyen pour cibler le reste du groupe. Donc,
On va bien sûr ensuite enchaîner sur l'engagement des équipes, mais aussi l'engagement des clients, et enfin la créativité et l'innovation. Parce que là aussi, eh bien, on doit se positionner, on doit être différent de ses concurrents, on doit être en perpétuelle évolution, on est dans un monde qui change très vite et on doit s'adapter. Donc, on doit pouvoir avoir de la place pour ça et pour travailler ces aspects-là aussi. Je vous ai très brièvement parlé des 3 niveaux de leadership pour Engage and Grow. Donc, on va avoir ce petit chef qui peut devenir un manager qui est pas forcément respecté, qui est critiqué. Puis le manager, en fait, le manager, il fait faire les choses aux uns et aux autres, il organise le travail. Et puis, quand il commence à motiver, quand il commence à s'intéresser à chacun, on va parler de manager leader. Et enfin, on va parler de leader incontesté, c'est-à-dire que là, c'est vraiment la personne qu'on admire, c'est le boss avec lequel on a envie de travailler, on a envie d'être, on a envie de se démener pour lui. Et il y en a pas beaucoup, mais quand ils existent, eh ben, croyez-moi, il y a beaucoup moins de turnover et les salariés se réalisent beaucoup plus dans leur carrière. Donc, un peu plus concrètement, comment fonctionne donc ce programme Engage and Grow sur 16 semaines? Eh bien, je vous donne un petit aperçu. C'est en anglais, pardonnez-moi. Vous avez ici les 16 semaines avec donc différentes activités qui vont se répéter. Donc, vous voyez par exemple en semaine 2, vous avez Behave Examples, donc vous allez le répéter en semaine 3, en semaine 4. En semaine 5 va arriver ce qu'on appelle le Leader Reward. Donc vous l'aurez jusqu'à la fin, jusqu'à la 16e semaine. Voilà, donc ce sont des modules qui vont à chaque fois se répéter. Avec cette méthode-là, il faut savoir qu'il n'y a pas de papier-crayon, c'est vraiment de l'action, c'est des actions qu'on s'engage à faire, et c'est parce qu'on s'engage à les faire et qu'on a du retour là-dessus qu'on avance. Donc, tout ce qu'on fait avec un programme Engage and Grow, quel qu'il soit, que ce soit celui-ci ou un autre, c'est qu'on va d'abord, évidemment, mesurer le niveau d'engagement des collaborateurs. Pardonnez-moi. Donc, on va faire une enquête d'engagement avant de démarrer le programme. Ça nous donnera à T0 quel est le niveau d'engagement. Ben voilà, donc on va obtenir un camembert où là, ici, eh bien, à T0, on n'a aucun collaborateur engagé. Et ça nous amènera à comparer en milieu de programme, mais aussi en fin de programme. Ensuite, donc, bon, là, voici des exemples de questions qui peuvent être posées. Donc voilà, typiquement, je me sens soutenue par mes collègues. Dans mon travail, je suis toujours stimulée pour avancer. Donc il y a une dizaine de questions comme ça qui sont posées aux collaborateurs. Et qui permettent de mesurer cet engagement. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, il s'agit du questionnaire Gallup. Donc, les résultats sont complètement comparables avec les études nationales. Vous n'obtenez pas quelque chose de différent. Là-dessus, ce questionnaire, donc, bien sûr, il est anonyme. Il est anonyme pour la bonne et simple raison que les salariés doivent se sentir libres d'y répondre et gratuit. Ça permet aussi de tester l'outil, de se dire, tiens, bah, est-ce que j'ai besoin de faire un programme? Je vais mesurer l'engagement de mes collaborateurs. Et d'ailleurs, je peux vous partager ceci. Voilà. Donc, si vous souhaitez réaliser une enquête d'engagement anonyme et donc gratuite. Donc, on va, ça c'est donc, on va mesurer avec ce niveau d'engagement. On va définir aussi avec l'entreprise, avec le leader, 3 indicateurs clés. Et ça sera complètement personnel et adapté au cas par cas. Qu'est-ce qui fait que pour lui, eh bien, il aura réussi? Et comment on va le mesurer? Donc, il faut vraiment que ce puisse être des indicateurs mesurables et ça, on va le définir ensemble. Voilà. Donc là, vous avez la fiche avec laquelle on va travailler. Ensuite, eh bien, on va travailler, donc, comme je vous l'ai dit, sur les comportements et transformer les valeurs en comportements. Dans les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, c'est un exemple, la proactivité, l'esprit d'équipe, on est orienté solution. Tout ça, c'est très joli, c'est formidable, mais concrètement,
comment ça se manifeste? Quels sont les comportements qui me font dire qu'on est proactif? Comment je le vois? Eh bien, peut-être que finalement, ce qui va me permettre de le voir, c'est que les commerciaux contactent les clients avant que les clients appellent. L'esprit d'équipe, c'est super, mais qu'est-ce que je mets comme cadre pour pouvoir travailler en équipe? Donc, tout ça, ça va pouvoir être mesuré et évalué. Voilà, donc ça fait partie de ce qu'on va travailler avec les leaders du programme. On peut aussi travailler, c'est optionnel, mais on le fait très souvent, avec le disque donc. Et avec le disque, on va avoir une clé qui va nous permettre d'adapter encore plus le programme à la personnalité du leader. Donc le disque est un outil de typologie de personnalité qui permet de se positionner sur ce disque que vous voyez à l'écran. Donc si on est plutôt dans la dominance, donc plutôt fonceur, énergique, rapide, etc. Et vous voyez tout de suite que ça vient s'opposer à des personnes qui sont plutôt dans la stabilité et qui ont plutôt tendance à être attentionnées, calmes, coopérantes. Voilà, donc on a des grands styles comme ça qui se découpent, qui s'affinent bien sûr avec l'outil du disque. Et ça fait partie des choses qui sont très intéressantes de travailler dans cette démarche Engage and Grow. Ensuite, donc, on met en place une roadmap. Ça va être simplement la carte de la progression qui va permettre d'évaluer l'avancée donc et la progression du leader. Alors, le programme récompense et reconnaissance, qui est aussi très intéressant, que j'aime beaucoup, parce que là-dessus, c'est très rapide. On va le faire vraiment en quelques instants. Et l'idée, c'est de positionner finalement ses collaborateurs proches, tout dépend de la taille, bien sûr, de l'entreprise. On peut mettre, si c'est une petite entreprise, on va mettre tous les collaborateurs. Si c'est une plus grande entreprise, on va mettre les collaborateurs de son service. Et on va se dire, finalement, comment je qualifie ma relation avec lui? Est-ce qu'elle est très bonne? Est-ce qu'elle est moins bonne? Ou est-ce qu'elle est très mauvaise? Je ne vous cache pas que ce qu'on va expliquer à un collaborateur, à un leader, dont la plupart des relations seront dans le rouge, c'est de se dire que il a peut-être tendance à questionner les personnes qu'il a lui-même engagées et choisies, mais c'est peut-être l'occasion aussi de se questionner soi-même sur son leadership pour justement être ce leader incontesté et reconnu. Et donc, on va l'amener pas à pas à travailler avec des méthodes spécifiques par rapport à chaque collaborateur pour que ces relations dans le rouge ou dans l'orange deviennent toutes dans le vert. Voilà, c'est l'objectif que l'on veut, c'est 100% de vert. On a aussi des actions qui sont basées vraiment sur le côté cœur, en fait. Qu'est-ce que c'est que le cœur dans une entreprise? C'est tout ce qui va faire l'humain, tout ce qui va faire qu'on va avoir envie d'être ensemble, qu'on va avoir envie de travailler ensemble, qu'on va comprendre qu'on fait partie d'une chaîne et que mon travail dépend de quelqu'un d'autre. Donc, si je traîne, l'autre sera en retard. Cette interdépendance, cette idée de lien entre les uns et les autres, on peut l'activer avec ce qu'on appelle des comportements cœur qui vont unir les personnes. Donc, le leader va être amené à travailler là-dessus. On va aussi avoir, donc si vous avez des priorités qui ont été définies par un leader, donc ce qu'il veut travailler lui, c'est les comportements d'engagement, de communication, voilà, de leadership et de culture. Et on va aussi travailler, donc dans un deuxième temps, on va introduire des comportements plus cerveau, donc ça va être sur l'organisation, sur les process, qu'est-ce qu'on va mettre en place finalement pour que tout ça fonctionne bien. Voilà. Donc, dans les études d'évaluation de l'engagement, il y en aura une à la fin. Il y en avait une au milieu aussi. Donc, on va aussi pouvoir suivre toute la progression, tout l'impact finalement du leader sur son équipe. Voilà. Et donc, ça nous amène en semaine 16 avec ici, sur ce programme-là, vous voyez qu'au départ, on avait 0% d'engagement. En semaine 16,
on arrive à 67%, donc on a un réel impact apprécié, reconnu par les collaborateurs. Et alors bien sûr, vous allez me dire, et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Après, on a déjà appris pas mal de choses, on a fait plein d'itérations, donc on est vraiment capable d'être autonome là-dedans, et c'est ça qui est important. Et si on se le sent pas, on a encore des outils pour accompagner bien sûr le leader dans le temps. Donc le désengagement n'est pas une fatalité du tout. Le désengagement est quelque chose qu'on peut vraiment travailler, qu'on peut travailler avec beaucoup d'efficacité quand on est bien armé pour le faire. Et c'est ce que nous permet de faire justement ces programmes Engage and Grow. Là ici, c'est un petit aperçu sur la progression finalement d'un leader. Donc, vous voyez, il a sur la gauche, donc sur le tableau de gauche, on est au début du programme, donc en fait, il n'a encore rien fait. Sur le tableau de droite, il a terminé le programme. Et on voit que à la deuxième semaine, donc la première semaine, on se rencontre, on démarre, il n'a le temps de rien faire, mais entre la première semaine et la deuxième semaine, il a des actions à mettre en place. Et là, on voit qu'il n'a rien fait. Donc, à la fin de la semaine, il a un carré rouge. Et petit à petit, on suit sa progression et ses actions. Et l'idée, c'est de vraiment l'accompagner pour que à chaque fois, il mette en place les actions, il soit dans le vert et il soit vraiment à l'aise avec ses nouvelles pratiques qu'il définit lui-même. Donc, voilà, donc à la session 1, on était parti avec pas mal de freins, avec ceux qui étaient en train de jeter l'encre. Et à la session 16, eh bien là, on a quand même beaucoup plus de rameurs. Encore quelques-uns qui regardent le paysage, il faut quand même être réaliste. Mais l'idée, c'est que ces rameurs vont faire tache d'huile et vont réengager aussi les quelques collaborateurs désengagés. Donc, comment ça se passe? Eh bien, on est dans des groupes, donc on est dans des sessions de 60 minutes en groupe, une fois par semaine, pendant 16 semaines. L'assiduité est essentielle. On va aussi avoir 4 heures en individuel de coaching, donc avec moi. On va avoir accès à un groupe de discussion 24 heures sur 24 avec les leaders du programme. Ça va être 100% en ligne et il y aura seulement 3 dirigeants PME-TPE qui vont démarrer ce programme donc le 27 août à 18h30 et qui termineront le 17 décembre à 19h30. Ça a un coût. On est sur un budget de 1 200 € par mois. C'est un coût qu'il faut bien sûr mettre en regard par rapport au coût du désengagement qui est souvent nettement supérieur dans l'entreprise. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui amène des résultats, de la satisfaction et qui, moi, m'a vraiment absolument convaincue, avec lequel j'ai énormément de plaisir à travailler. Donc voilà, nous avons fait un petit tour d'horizon. Le temps passe vite. Ce que j'ai envie de vous dire, peut-être, c'est déjà, si ça vous intéresse, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous sur ce sujet. Parlez-en autour de vous. Vous avez peut-être des dirigeants qui seront intéressés de suivre ce premier programme. C'est la première fois en France qu'on démarre ce type de programme en ligne. Jusqu'ici, c'était fait en présentiel, ce qui était quand même beaucoup plus contraignant. Là, 18h30, 19h30, c'est des créneaux sur lesquels on arrive en général à se libérer. Voilà, donc c'est une belle occasion, une belle opportunité, et du coup, on peut se connecter du Canada, du Québec, de partout. J'en arrive à la conclusion. N'hésitez pas à faire